Dans ce cours, nous allons nous intéresser à un mouvement littéraire et culturel très important, le classicisme. Trois raisons expliquent le changement dans les mentalités à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. Nous verrons qu'il s'agit de raisons politiques, philosophiques, mais aussi religieuses. On se souvient que le XVIIe siècle commence par l'assassinat d'Henri IV en 1610. Son fils, Louis XIII, est trop jeune pour gouverner et c'est sa mère et le Premier ministre Richelieu qui vont assurer la continuité du pouvoir. En 1643, quand Louis XIII meurt, c'est le même scénario qui se reproduit. Son fils, Louis XIV, a 4 ans. Il est trop jeune pour gouverner. C'est sa mère, Anne d'Autriche, qui va assurer la continuité politique et elle va prendre comme Premier ministre un autre cardinal, Mazarin. Toute cette première moitié du XVIIe est donc marquée par un pouvoir royal qui est affaibli par le fait que les rois sont pour un temps mineurs avec des personnes qui sont au pouvoir, le cardinal Richelieu puis le cardinal Mazarin, qui sont très fortement contestés. Alors par qui sont-ils contestés? Principalement par les grands aristocrates, les grandes familles nobles du royaume, qui revendiquent une participation politique plus importante, qui revendiquent en réalité le partage du pouvoir. Les revendications aristocratiques vont culminer avec la période qu'on appelle la Fronde, entre 1648 et 1652. La Fronde, c'est le moment où les grandes familles vont tellement s'opposer au pouvoir royal, et à Mazarin en particulier, que ces familles vont armer des troupes et combattre les troupes du roi. Mazarin va finalement remporter victoire sur victoire et faire taire cette opposition. Mais Louis XIV, qui a une dizaine d'années à ce moment-là et qui a dû même à un moment donné fuir Paris, tellement le danger était proche, va être fortement marqué par cet épisode. Et il va toujours avoir beaucoup de respect pour Mazarin, à cause justement de ce moment où la monarchie a réellement été en danger. Aussi, c'est seulement quand Mazarin meurt en 1661, et qu'il a alors donc 24 ans, qu'il va véritablement exercer le pouvoir. Et Louis XIV, à ce moment-là, impose sa vision politique, qui est celle de la monarchie absolue, très loin de ce que revendiquaient les nobles de la Fronde, c'est-à-dire une monarchie aristocratique. Louis XIV applique une politique autoritaire, il fait taire toutes les oppositions avec des exils forcés ou bien des emprisonnements. Pour imposer son pouvoir, Louis XIV va également avoir recours à l'organisation d'une vie sociale à la cour centrée sur le divertissement et surtout centrée autour de sa propre personne. Les nobles sont soumis et vont devoir utiliser leur argent, s'occuper à autre chose qu'à des complots politiques. La vie à Versailles vise ainsi à contrôler cette noblesse, autrefois querelleuse et revendicatrice. La vie sociale est réglée, elle est normée, on doit suivre les convenances imposées par le roi. Passons maintenant aux raisons philosophiques et religieuses qui amènent au classicisme. En ce qui concerne les raisons philosophiques, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, un philosophe devient incontournable. Il s'agit de René Descartes, qui a publié en 1637 le Discours sur la méthode. Alors les idées de Descartes vont imprégner lentement les esprits du temps et c'est seulement dans la seconde moitié qu'on perçoit à quel point il a eu de l'influence. Que dit Descartes? Descartes oppose 2 facultés dans l'esprit humain, la raison et puis d'un autre côté l'imagination. Et il montre que la raison peut parfois se tromper en quelque sorte de bonne foi. Pourquoi? Parce que la raison peut prendre appui sur les sens. Parfois, on croit que les choses sont lointaines, par exemple, alors qu'en fait, elles sont proches. Donc, même si la vue, qui est le sens, qui est le plus précis a priori, peut nous tromper, que dire des autres? Donc, pour raisonner avec efficacité, il ne faut surtout pas prendre appui sur les sens. Il faut une méthode, un pas à pas, qui va nous amener au plus près de la vérité. Et dans cette méthode,
eh bien, il faut absolument exclure tout ce qui vient de l'imagination, qui par définition même s'éloigne de la réalité et nous montre une fausse réalité, une réalité imaginaire. Donc, l'imagination va être qualifiée par Descartes de folle du logis, le logis étant en fait la tête, le cerveau. La condamnation de l'imagination par Descartes va rencontrer un écho au sein de l'Église catholique d'une manière assez particulière, puisque l'Église catholique va avoir des choses à reprocher à Descartes, au point que Descartes va devoir, au cours de sa vie, s'exiler en Hollande pour échapper à la pression de l'Église. Mais en tout cas, ils vont se retrouver tous les deux sur cette condamnation de l'imagination, tout simplement parce que l'imagination, elle conduit à l'exaltation des passions. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors tout d'abord, il faut se rappeler qu'au sein de l'Église catholique, dans cette seconde moitié du XVIIe siècle, deux courants religieux vont prendre de l'importance. D'un côté les dévots, de l'autre les jansénistes. Ce sont deux courants catholiques très austères qui veulent vraiment une application très stricte de la religion chrétienne. On peut même considérer que ce sont des fanatiques. Et en tout cas, ils vont se retrouver pour condamner les passions. Alors, quand on parle de passion, on pense tout de suite à la passion amoureuse, mais il n'y a pas que cette passion-là, il y a également l'ambition, l'orgueil, la vanité, la recherche de la gloire ou l'amour de l'argent. Donc les passions vont être condamnées très fortement, puisque les passions conduisent à des débordements dans les comportements. On ne suit plus aucune règle, on est aveuglé par sa passion. Et il se trouve que les passions sont liées à l'imagination, puisque quand on est passionné, on imagine tout un tas de choses. Donc, d'une manière un petit peu paradoxale, puisque, encore une fois, Descartes a dû fuir l'Église, eh bien, la condamnation de l'imagination de Descartes va rejoindre la condamnation des passions par l'Église. On a donc, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, à la fois un contrôle politique plus fort et un contrôle moral à travers la condamnation de l'imagination et des passions, qui est également plus important. Tout ceci explique qu'en 1661, c'est-à-dire au moment où Louis XIV prend le pouvoir, personnellement, il y a un tournant dans les mentalités qui s'effectue. Ce tournant, c'est une façon de penser différente, et une façon de penser qui va conduire à représenter les choses autrement dans les œuvres d'art ou dans les œuvres littéraires, et d'une manière plus large dans la manière dont les contemporains vont réfléchir et concevoir le monde. Il va donc y avoir la formulation d'un idéal moral et d'un idéal esthétique qui sera différent de ce qui précède, et cet idéal moral et esthétique va s'appeler le classicisme. Alors le classicisme met ainsi en valeur un idéal moral à travers une figure qu'on va appeler la figure de l'honnête homme. L'adjectif honnête ici renvoie à l'idée d'une bonne conduite. C'est pas simplement un adjectif qui renvoie à l'idée d'action malhonnête comme le vol, c'est plutôt une façon positive de se conduire en société. C'est à ça que renvoie l'adjectif honnête. Ici, c'est plutôt un comportement. Alors l'honnête homme, c'est celui qui cherche d'abord à être modeste, qui cherche à ne pas se faire remarquer en société. C'est quelqu'un qui reste en retrait, qui sait véritablement où est sa place et qui va surtout chercher à ne pas blesser les autres, à les respecter. Alors pour cela, il doit savoir se contrôler, dominer ses passions, ne pas se laisser aveugler par elles. L'homme idéal est donc celui qui reste dans une juste mesure. L'idée de mesure, c'est l'idée d'équilibre, de contrôle de soi-même. L'honnête homme est un idéal, mais c'est un idéal qui est véritablement discuté en société. Cet idéal moral, qui repose sur l'idée d'ordre et d'équilibre, est représenté de différentes manières dans les œuvres artistiques et littéraires. Les moralistes, par exemple, vont dénoncer les passions, vont dénoncer l'imagination et montrer au contraire la force de la raison. Mais c'est dans le théâtre
que le classicisme va trouver son illustration la plus éclatante. Ainsi, il est facile de comprendre comment l'honnête homme se retrouve dans les comédies de Molière. On y rit toujours des personnages qui sont aveuglés par leur passion. Et il y a souvent au contraire un autre personnage qui est clairvoyant sur la situation, et d'ailleurs c'est souvent un serviteur ou une servante. Dans les tragédies aussi, le héros est conduit à une faute parce qu'au lieu de subir les événements avec humilité, de se résoudre au destin, il se laisse conduire par les passions et commet une faute. Il va donc mériter son sort. Tragédie et comédie incarnent donc d'une manière différente l'idéal de l'honnête homme. Mais c'est aussi dans les règles d'écriture qu'on va retrouver les idées d'ordre et d'équilibre. Toutes ces règles cherchent en effet la simplicité dans la composition. Une simplicité qui est faite de naturel et qui permet l'équilibre, mais aussi l'harmonie. La structure des pièces en particulier illustre tout à fait cet idéal d'équilibre et d'harmonie. Le classicisme reflète donc un monde équilibré, un monde où tout est en ordre, un monde harmonieux, où tout est à sa place, à l'image des jardins, tout en symétrie, de Versailles.